Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. C'est votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise évidemment et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, après la crise Covid, bien c'est une volonté peut-être encore plus forte de concilier vie professionnelle et vie perso. On en parle avec Nelly Forestier, la cofondatrice de Leptissage. On fera le point avec elle sur la notion de parentalité. La pause café, comme chaque mercredi avec Fanny Griesmer, on parle du piston. Bah oui, tout le monde a entendu parler du piston, l'a même parfois vécu à ses dépens. Vous savez, celui qui passe devant vous parce qu'il connaît le patron, parce qu'il connaît le manager. On fera le point avec Fanny à l'occasion de cette pause café hebdomadaire. Le cercle RH et un débat. La semaine des 4 jours, ah oui, est-ce qu'il faut la généraliser? C'est presque un débat de campagne présidentielle au moment où des candidats évoquent l'idée qu'il faut détricoter les 35 heures et travailler plus. Est-ce que cette semaine des 4 jours est généralisable? On fait le point avec nos invités et le débat sur ce sujet fait rage. Et puis fenêtre sur l'emploi, un modèle unique, on va le découvrir pour remettre en selle des demandeurs d'emploi. C'est le concept des entreprises éphémères pour l'emploi. Son créateur nous explique tout à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler aujourd'hui de parentalité. Bah oui, pour être bien dans son job, il faut être aussi épanoui dans sa vie personnelle. Nelly Forestier, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cofondatrice de Leptissage, avec Julien Perrin qui est votre associé. Ça veut dire quoi, Leptissage? Leptissage, bien finalement... Les petits enfants sages? Non, surtout pas. Les petits sages, ce ne sont pas les enfants. Les petits sages, ce sont nous, les adultes, qui acceptons d'être imparfaits, éclairés et ouverts aux enfants. C'est aux grandes personnes à qui vous vous adressez dans le titre de votre entreprise. Alors, on va parler de cette entreprise que vous avez créée en 2018. 11 salariés, des collaborateurs, on fera le point. D'abord, votre histoire, parce qu'on ne crée pas une entreprise sur la parentalité comme ça par hasard. Ça vient d'un vécu. Complètement, ça vient d'un constat en fait. Donc j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans de grandes entreprises, puis également d'avoir mon entreprise, de créer ma première entreprise avant Leptissage. Et finalement, que ce soit des grands groupes ou des TPE, PME, eh bien on se rend compte que la parentalité est là. On n'enlève pas sa casquette de parent quand on arrive en entreprise, c'est un vrai sujet. Et pourtant on met le masque. Et pourtant on met le masque, et pourtant on met des réunions à 18h. Et pourtant, on a parfois du mal à trouver cet équilibre vie pro-vie perso et on s'excuse de devoir partir alors qu'on est en difficulté avec nos enfants. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est souvent assez douloureux pour les femmes en majorité, mais aussi pour les hommes. On a un peu le ventre qui est un peu tourneboulé parce qu'on se dit qu'on a sa fille à la crèche qui attend, mais qu'en même temps, on ne veut pas décevoir son patron, son manager. C'est souvent des situations assez douloureuses en fait sur le plan humain. Complètement, et je vous rejoins, elles sont partagées par les hommes et par les femmes. C'est vrai que pour les femmes, ça va être une préoccupation et il va y avoir toujours cette idée de charge mentale avec laquelle on va essayer de jongler. Et puis pour les hommes, ça va être parfois difficile aussi d'assumer le fait, oui, j'ai envie d'aller chercher mon enfant à la crèche ou à l'école. Et c'est on a un peu honte, on est un peu gêné. On a un peu honte, c'est vrai. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors c'est intéressant dans votre entreprise parce que vous prenez ce sujet par les deux bouts. Oui. D'un côté, les entreprises, on va en parler, puis de l'autre côté, vous faites de la formation auprès des femmes qui s'occupent de nos enfants, nos enfants en bas âge dans les crèches, et aussi évidemment en direction des parents. Commençons par l'entreprise. Quand vous poussez la porte d'une entreprise, des grands groupes, parce que c'est elles souvent qui dynamisent cette question, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est quoi D'abord, vous commencez par quoi? C'est quoi les premiers mots sur la parentalité? Les premiers mots sur la parentalité, c'est d'abord de leur dire que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'enlève pas sa casquette de parent quand on vient en entreprise, qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés au bien-être en entreprise, il y a également des enjeux de productivité, et qu'un salarié, donc on l'appelle le salarié parent, qui va bien, qui se sent écouté et compris dans sa parentalité, ça va être aussi un salarié parent plus épanoui au travail et donc plus productif. Des conférences d'abord pour éduquer, pour réveiller en groupe, oui. Et puis ensuite un programme d'1 an. Est-ce que ça commence aussi tout simplement pour le DRH que vous rencontrez, évidemment, de commencer à sonder les cœurs? Parce que parfois dans les entreprises, on ne sait même pas qu'une collaboratrice a des enfants. Elle l'a caché. Comme on va cacher que l'on attend un enfant, qui est un sujet encore tabou. Donc oui, on va aller travailler avec eux. On leur propose justement un premier audit, un premier questionnaire pour aller sonder les besoins des salariés parents, mais pas que. C'est aussi peut-être parfois des salariés qui ne sont pas encore parents, mais qui se posent des questions pour pouvoir ensuite les accompagner et pouvoir bien vivre en fait la vie familiale. Mais vous, Nelly, dans votre parcours professionnel, vous avez croisé ces femmes qui disent « je n'aurai pas d'enfant parce que je vais bousiller ma carrière ».
Cette phrase-là, on l'a un jour entendue dans un dîner. C'est terrible. C'est terrible de se dire qu'il faut faire un choix. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il ne faut pas faire de choix parce que j'incarne en réalité ce que je vous dis. J'ai pu créer ma société, m'occuper de mon enfant et finalement les deux. Tout ça est une notion de temps et de temps que l'on va accorder et d'arriver aussi à repositionner ses priorités. Alors, il y a évidemment la prise de conscience des salariés qui vont vous écouter, qui vont dire « je me retrouve dans tous les exemples que vous donnez avec votre associé ». J'imagine que c'est vous qui organisez ce type de conférence. Puis ensuite, il y a la mise en application concrète. Là, les choses se gâtent. Parce que là, il faut aller former ou rencontrer des managers qui sont souvent pères de famille. Oui. Ou mères de famille, et qui vous disent « attendez, moi j'ai des obligations professionnelles, c'est trop compliqué ». Vous l'entendez, ça ? On l'entend que ce soit compliqué, on va entendre tous ces freins, mais aujourd'hui, on peut juste constater qu'un parent, encore une fois, quand il est contrarié et qu'il vient travailler, il ne va pas être là. Et c'est normal, c'est légitime. Donc l'idée, c'est de se dire, et puis c'est aussi de déculpabiliser, parce que le manager ou la manageuse qui va nous répondre cela, c'est peut-être aussi une personne qui, à un moment de sa vie, a dû faire des choix par rapport à sa carrière et qui va peut-être se sentir pas très à l'aise avec notre discours et qui va culpabiliser. Donc nous, l'idée, c'est plutôt de casser la culpabilité, de responsabiliser, de se dire oui, il y a des choses qui sont possibles et c'est possible quelle que soit votre structure. Bon, on en parlait des réunions à 18h, mais ça, c'est un élément qui ressort. J'imagine que dans les remontées, quand vous faites les premiers questionnaires, c'est les premières choses qui remontent. On m'a convoqué à 18h30, j'étais en train de mettre mon manteau, j'ai dû appeler la crèche, j'ai dû appeler la nounou. Enfin, tout ça, c'est du vécu, j'imagine. Ça vous remonte, ça existe toujours, ces situations. Ça existe toujours, malheureusement, tout comme le manque de connaissances aussi sur ces droits. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les droits en ce qui concerne le congé parentalité ou le congé maternité. D'ailleurs, j'ai un petit peu de mal à l'appeler congé, peu importe. Mais vous l'appelez comment? C'est quoi votre mot à vous? Pour moi, ce serait un temps d'accueil de l'enfant. Alors, c'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est pas un congé d'avoir un bébé. Et c'est vraiment de sensibiliser sur... oui, vous avez raison, maintenant que j'y repense. On n'est pas en congé quand on vient d'avoir un nouveau-né. Non. On est dans une angoisse totale de pouvoir faire les premiers gestes de puériculture et donc on n'est pas en vacances, ça c'est vrai. On cherche le sommeil, on est fatigué et juste d'entendre que c'est courant, d'entendre que d'autres parents le vivent, ça fait du bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre stratégie d'entreprise, vous êtes une entrepreneuse, vous avez aussi choisi de vous tourner vers les crèches, vers les structures d'accueil de l'enfant. Et vous dites dans votre philosophie, après tout ça, là, les petits sages, c'est pour que l'enfant soit bien dans la société. Alors naïvement, la société, la grande société ou l'entreprise? La grande société. La grande société, dans le monde. Dans le monde, oui. Tout ça, c'est pour l'enfant, finalement. Oui, tout ça, je pense que c'est pour nous tous. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a encore beaucoup de violences éducatives ordinaires, où on travaille à notre niveau aussi sur l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. On travaille sur tous ces enjeux de société. Et c'est en informant les adultes qui accueillent les enfants que l'on va pouvoir faire changer les choses. Alors 2018-2021, vous avez presque 3 ans de visibilité, vous êtes passé par un Covid comme toutes les entreprises, mais le tableau de bord, la visibilité retour que vous avez, alors cette fois-ci côté DRH, des entreprises qui vous disent, voilà, on a enclenché un processus avec vous, les petits sages, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous disent en termes de productivité, en termes d'ambiance même dans les bureaux, parce que j'imagine que ça doit agir aussi sur l'attitude dans le bureau. Comment ça se passe? Quels sont vos retours? Les retours, c'est que ça crée de l'entraide. On brise aussi des tabous parce que ces groupes de parole que l'on propose tous les mois permettent à des salariés qui ne se connaissent pas, même s'ils sont dans la même entreprise, de se rencontrer et de partager des difficultés communes, mais aussi des joies communes, on y tient beaucoup. Et ça va bien entendu jouer sur la qualité de vie au travail. Donc c'est bon aussi pour la performance. On ne le dit jamais assez. Il faut le dire. Pour être très sincère sur ces sujets-là, parfois il y a des moqueries. On se dit, oh, mais oui, c'est coucou les petits oiseaux, on parle des parents, l'entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. Ce qui est vrai. Mais ça a quand même une utilité importante en matière de performance, tout ça. Mais bien sûr, le parallèle... Ça, c'est un argument que vous devez porter quand même. On le porte et le parallèle peut vous paraître étrange, mais on a bien facilité aussi l'apparition de salles de sport dans certaines sociétés. C'est vrai. Donc pourquoi pas permettre aux parents de mieux vivre leur parentalité, d'avoir du temps, parce que pour nous, la clé, c'est le temps, et d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants. Avant de nous quitter, c'est aussi une marque employeur, on utilise souvent ce mot sur le plateau, c'est aussi la possibilité pour une entreprise de dire à de jeunes parents, à des talents jeunes parents, venez parce que chez nous, vous aurez aussi possibilité d'avoir un bon équilibre vie pro, vie familiale. Ça, c'est important en termes de marque employeur. C'est important parce qu'aujourd'hui, il est difficile de fidéliser, de recruter. Et quand on s'inscrit dans cette dynamique, oui, aujourd'hui, c'est important et c'est porteur. Nelly Forestier, merci de nous avoir rendu visite, Nelly. Les Petits Sages, c'est votre entreprise avec votre associé. Lyon-Bordeaux.
pour ceux qui tout d'un coup se disent tiens, j'ai envie d'être aussi un petit sage. Lyon, Bordeaux, mais évidemment, vous vous déplacez partout en France. C'était un plaisir de vous accueillir. Voilà, j'étais parent, là, je me suis senti parent avec vous d'un coup. Merci, à très très bientôt. À bientôt. On passe tout de suite à notre pause café. C'est important la pause café aussi pour se raconter nos petites histoires avec Fanny Griesmer comme chaque semaine. Et on s'intéresse au piston. Tout le monde en a entendu parler. Elle nous en parle, Fanny. La pause café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny, comment allez-vous ? Très bien, ravie de vous retrouver. Bah oui, c'est vrai qu'on se voit moins. Vous êtes là tous les. On la savoure d'autant. Vous êtes là tous les jeudis, oui. évidemment pour cette pause café. On parle d'un mot. Alors c'est un vilain mot parce que quand on en parle à la pause café, on l'entend ce mot. C'est le mot piston. Oui. Il n'a pas bonne presse ce mot. Hein. Pas vraiment, hein. Aider sa fille à trouver un job, recommander son cousin pour un emploi, dégoter un stage à l'une de ses nièces. Il y a 10 ans, dans un sondage Opinionway, 1 Français sur 4 avouait avoir déjà utilisé sa position professionnelle pour appuyer la candidature d'un membre de sa famille auprès du service recrutement de sa société. Je dis bien avoué, hein, car personne, je dis bien personne, ne se vanterait aujourd'hui d'avoir pistonné quelqu'un, encore pire d'avoir été pistonné. Alors, réseau, recommandation, coup de pouce, cooptation, piston, quelle différence entre ces différents mots ? Pourquoi le piston en particulier a-t-il aussi mauvaise presse ? C'est une bien jolie expression quand même. Moi j'aime beaucoup. Hein, on dit avoir du piston, avoir un piston, avoir un coup de piston ou encore piston. C'est la pièce d'un moteur. Plusieurs expressions. Alors oui, il y a ce terme, celui de piston qui vient littéralement du piston mécanique, celui qu'on retrouve dans les moteurs. C'est cette pièce qui pousse et qui appuie, donc au sens figuré. Le piston désigne naturellement cette personne qui appuie, qui nous pousse pour obtenir quelque chose par son réseau ou par sa fonction dans l'entreprise. Alors celle qui peut vous donner un petit ou un grand coup de pouce en fonction de son influence et peut vous pousser vers le haut. C'est ça, on vous pousse vers le haut. C'est un pouce carrière vers le haut, a priori, professionnellement parlant, hein, j'entends. Il s'agit donc de cette âme charitable que l'on a dans son entourage et qui fait en sorte que vous intégriez un poste ou une entreprise, hein, que vous décrochiez ce poste sans passer par le processus de recrutement dit classique. Peut-être juste un entretien pour la forme. En tout cas, c'est vrai que la manœuvre ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. Hein. C'est une pratique quasiment naturelle. Avant même la création du piston, hein, cette pièce mécanique à l'ère industrielle, le piston était monnaie courante parce qu'on avait l'habitude déjà de travailler en famille. Et là, aujourd'hui, travailler en famille, c'est quoi ? C'est du piston. C'est du piston. Il y a un vrai débat d'ailleurs sur cette question, parce qu'on peut être compétent et avoir un membre de sa famille dans l'entreprise. C'est une question de vision et de point de vue. Voilà. L'antipiston. Mais pourquoi le piston est. On est dans les clichés. Oui, parce que pourquoi c'est si mal perçu ? L'image a considérablement changé, hein, aujourd'hui avec une évolution vers un système qui est dit plus méritocratique, celui qui s'affranchit du poids, du statut donné dès la naissance, pour laisser la chance aux plus méritants, et cela quelle que soit son origine sociale. Alors au fil des années, des décennies, le piston est devenu une pratique de plus en plus taboue, jugée d'un point de vue moral. Le piston est perçu comme une porte d'entrée privilégiée, hein, pour ne pas dire royale, pour être recruté sans effort, sans mérite, un peu comme si un job vous était servi sur un plateau. Pratique jugée injuste qui donne lieu parfois à un certain nombre de fantasmes, sans doute parce qu'aucun cadre légal ne régit cette manœuvre. Alors que ce soit pour d'ailleurs donner un coup de pouce à un junior, hein, pour faire un premier pas dans le monde de l'entreprise, ou propulser un plus senior à un poste qui compte. Elle choque plus qu'elle n'interroge, cette pratique. Elle donne l'impression que les élites se referment en quelque sorte sur elles-mêmes, que le piston n'est plus une petite pratique, mais une forme de reproduction sociale grâce à un réseau légué comment ? En héritage. L'héritage familial, culturel. La France, on le sait, c'est le pays du fromage, mais c'est aussi, dit-on, le pays du piston. Et oui, il n'y a pas que le fromage, il y a le piston aussi. C'est ce qu'estime la moitié des Français. En 2010, ils étaient interrogés sur la question par Skyprods. Alors que ce soit une chance ou de l'injustice, près de 90% d'entre eux pensaient déjà que le piston primait sur le talent piston, visiblement, le piston comptait davantage. Et certains secteurs étaient particulièrement pointés du doigt. Des milieux plutôt fermés, hein, ceux que l'on juge en tout cas comme tels, plus enclins à avoir recours au piston. On pense au luxe, à la politique, au cinéma,
à l'audiovisuel ou à la direction des entreprises du CAC 40. Je ne suis pas là par piston, je tiens à vous le préciser. En tout cas, la France n'a pas le monopole du piston, non, loin de là. En la matière, il y a d'autres pays qui se distinguent tout autant. Les États-Unis, par exemple, 2/3 des offres d'emploi ne sont jamais publiées. On en a déjà parlé sur ce plateau. C'est le marché caché ou le marché invisible. À titre de comparaison, en France, selon une étude du groupe Randstad, ce serait 2 recrutements sur 5 qui passeraient par ce fameux marché caché ou invisible. Alors un peu de sociologie, parce que le pistonné, quand on a appris qu'il avait été pistonné, oh là 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 là. Bah c'est vrai qu'on le regarde un peu de travers. Déjà, bah oui. Mais ça s'apprend, on le sait. Et oui, et forcément, quand ça se sait, bah, c'est celui que tout le monde déteste. Bah Ce privilégié qui a eu droit à un passe-droit, à du favoritisme, c'est celui qui n'est pas méritant. On en parlait tout à l'heure, qui n'a pas forcément les compétences, qui n'a pas le talent, dont la place ne tient qu'à un petit détail, mais il est de taille ce détail, c'est d'être bien entouré. Croire que l'entourage a primé sur les compétences et la qualification, c'est un cliché largement répandu, à tort ou à raison. Cela peut être le cas ou non. On peut être pistonné et avoir du talent, ou être pistonné et ne pas en avoir du tout. Une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas de talent, ça va très rapidement se voir. Ah bah oui. De toute façon, pistonné avec talent ou sans, il faudra absolument vous faire... vous faudra faire vos preuves constamment, puisque votre légitimité sera remise en question tout le temps. Et qui dit piston dit pression. Vous en avez parlé, Arnaud, quand je vous ai évoqué. On fait de la mécanique aujourd'hui quand même. Effectivement, oui, tout à fait. Ça engage la réputation de la personne qui vous a plus que recommandé. Souvent un proche que vous ne voulez pas décevoir. Le risque aussi, c'est d'entamer sa réputation, effectivement, si la personne vous a plus que chaudement recommandé et que vous ne qu'elle est mauvaise, pas aux attentes ni à l'entreprise, globalement, qui on va incriminer? La personne, le fameux piston. Le pistonné a quand même intérêt à avoir des compétences. Alors, très étonnant, j'étais assez étonnée, mais beaucoup disent que finalement le piston est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, qu'il est plutôt réservé à des enjeux moindres, quoique les stages ou les jobs d'été, ils seraient moins fréquents dans les hautes sphères quand il s'agit d'accéder à des postes à responsabilité, où ce serait peut-être moins écouté. Je ne sais pas. Alors, il faut bien distinguer, Fanny, ça vous y tenez, piston et cooptation. La différence est quand même assez mais ténue. Il y a une différence ou pas d'ailleurs? Une différence de taille, visiblement. En tout cas, la cooptation, on ne recrute pas un profil parce qu'un tel bien placé nous l'a demandé. Non, avec la cooptation, la personne, le profil nous a été recommandé. Visiblement, on a mis en place quand même un système où on accueille aussi les recommandations. Oui. Ce profil qui a aussi les compétences requises pour le poste, et puis ce profil coopté va suivre le circuit du recrutement classique aux côtés d'autres personnes qui, elles, auront été, j'allais dire pistonnées, non, qui auront été cooptées ou non. Donc, tous les entretiens. Donc, on va avoir exactement les mêmes étapes. Profil qui sera comparé aux autres. Elle fera les étapes de recrutement. Exactement. Ouais, ça, c'est important de le dire. Au même type que les autres, à compétences égales, ça c'est important. Et puis, contrairement au piston, où on a clairement affaire à un lien affectif, avec la cooptation, on n'est plus sur une méthode de recrutement qui est valorisée, qui est vraiment professionnelle, et que les entreprises, visiblement, plébiscitent. Selon l'étude « Les perspectives de l'emploi cadre » menée par l'APEC en 2018, 64% des recruteurs estiment que les meilleurs candidats sont ceux issus de la cooptation. 42% ont eu recours à celle-ci pour leur dernier recrutement, système de parrainage et de copinage, qui permet aux entreprises, en plus, d'accéder à un nouveau vivier de talent, un vivier de talent presque plus sûr, j'ai envie de dire, déjà, d'une part, et puis ça permet aussi de recruter plus facilement et à moindre coût. Vous aviez un petit punchline pour conclure cette chronique passionnante? Oui. Allez-y. Vous l'aviez, ce punchline? Le piston est mort, vive le réseau. Oui, c'est important de l'entendre. Sans scrupule ni hésitation. Sans scrupule ni hésitation. Ça, c'est un punchline. C'est du boulot, le réseau. Voilà, le piston est mort, vive le réseau. Et le réseau, tout le monde a le droit d'en faire. Et c'est même utile. Merci, Fanny. On se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain, avec plaisir, pour une nouvelle chronique passionnante. On fait une courte pause, on s'intéresse à la semaine des 4 jours. Alors ça peut être un thème de campagne présidentielle au moment où les candidats, certains en tout cas, évoquent de détricoter les 35 heures, donc travailler plus, peut-être même travailler plus longtemps par jour. Certains se sont passés à la semaine des 4 jours et vous verrez les exemples, ils seront avec nous dans quelques instants. Ça marche plutôt bien, les salariés sont contents, ils travaillent 32 heures, payés 35, on en parle tout de suite.
Le cercle RH, notre débat quotidien avec un sujet dans l'actualité. Alors peut-être pas dans l'actualité présidentielle, parce que dans l'actualité présidentielle, on veut travailler plus. On veut détricoter les 35 heures. Nous, dans notre débat, on va parler de la semaine des 4 jours. On passe de 5 à 4. Alors c'est pas un rêve, c'est pas une utopie. Il y a des entreprises qui ont déjà basculé sur cette formule, mais ça soulève un nombre incalculable de questions économiques, évidemment, de possibilités de généralisation. Certains disent c'est impossible, on ne peut pas le généraliser. On va en parler évidemment à cœur ouvert avec mes invités. Puis on parlera aussi de la réalité des salariés, parce qu'après tout, ils sont en première ligne. Est-ce que ça leur fait du bien? Est-ce que c'est bon pour leur bien-être? Parce qu'on parle beaucoup de bien-être et de qualité de vie, pour leur parentalité aussi, parce que ça c'est un sujet important, on en a parlé au début de l'émission. Avec moi, 3 invités. Alors je ne sais pas s'ils seront forcément d'accord sur le sujet, mais c'est tout l'intérêt du débat. Isabelle Rémillet, directrice d'éthique consulting et professeure à l'ESSEC. Vous avez écrit alors, le tome 2, Management Game 2. Et puis là, vous êtes en train de préparer, en tout cas de réfléchir sérieusement à un travail sur un livre sur la considération, qui est un sujet évidemment qui est un peu connexe, mais qui est assez lié au débat qu'on aura dans quelques instants. Erwan Tison est avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Directeur des études à l'Institut Sapiens. On parlera d'économie, parce que c'est intéressant d'avoir un regard aussi à travers le regard de l'économiste, pas uniquement de la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on peut généraliser ce dispositif? Et puis avec nous, Laurent de la Clergerie. Bonjour Laurent. Bon. Alors vous, c'est très concret parce que vous êtes le président du directoire du groupe LDLC, qui est une entreprise leader dans le e-commerce informatique. Vous avez opté pour la semaine des 4 jours, et je précise que vous n'êtes pas une PME, parce que souvent on l'entend dans des toutes petites structures. Vous avez 1000 salariés. Tout à fait. Je me tourne d'abord vers vous, parce que c'est intéressant d'avoir, non pas les observateurs, mais les acteurs qui vivent concrètement. Pourquoi ce choix? Et j'ai lu dans une interview du Nouvel Obs récente, on vous dit, mais vous êtes un patron de gauche. Oui, je vous emmène déjà sur le débat politique. Et vous avez d'ailleurs répondu à cette question. Et j'ai répondu que je n'étais pas de gauche, je ne vote pas à gauche. Effectivement, alors ce qui n'empêche pas, effectivement, comme je l'ai dit, de faire du social. Et l'idée qui était derrière tout ça, pour moi, c'était ni du social ni tout ça, c'était du bien-être dans l'entreprise. Ça fait 3 ans que je travaille, que mon leitmotiv dans l'entreprise est d'avoir le plus de bien-être possible chez les salariés. Je m'étais même retourné vers eux il y a 3 ans. On avait un objectif d'1 milliard de chiffre d'affaires qu'on avait annoncé. On est en bourse. Et je leur avais dit, oubliez l'objectif. Moi, ma priorité, c'est que vous vous sentiez bien. Et parce que vous vous sentirez bien, on le fera un jour le milliard, vous inquiétez pas. C'est parce que vous serez bien dans vos chaussures et heureux dans la boîte qu'on va gagner ensemble. Exactement. Ma conviction, c'était qu'une boîte où l'énergie est positive, de toute façon, ira très très loin. Et donc, je me suis accroché à ça et j'ai fait beaucoup de choses pour faire progresser le bien-être dans la boîte. Et la dernière idée que j'ai eue, il y a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an, c'était de les passer à 4 jours. Pas si simple, techniquement. Pas si simple, techniquement. 32 heures payées 35. Alors, 4 jours, en fait, j'ai réfléchi aux 4 jours. Et puis, quand j'ai réfléchi à 4 jours, je me suis dit 4 jours, c'est 9 heures de travail par jour, à peu près. C'est 6. Il y a un débat donc, là. Il faut que je passe à 8 heures parce que 9 heures, ça ne passera pas. Et donc, je suis passé aux 4 jours et 32 heures, payé 35, bien sûr, pas de baisse de salaire. Avec des contrats partiels. Avec des contrats partiels, mais ça, c'est le cas. Non, mais c'est lié à la loi. Tout à fait. C'est ça. Sinon, il y avait il faut le dire, pour être concret, il y avait un problème sur les cotisations retraite et que le salarié en bout de chaîne n'avait pas la cotisation Exactement. à la hauteur. Si on a remonté les taux horaires et on est passé en contrat partiel pour que la retraite n'en pâtisse pas. Erwan Tison, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est un exemple d'une grosse entreprise, 1000 salariés. Alors vous n'avez pas débauché, vous êtes resté à 1000 salariés malgré la crise et malgré la crise Covid qui a traversé les entreprises. Ce débat de la semaine des 4 jours, il est utile ou pas de le poser sur la table au moment où, je le redis, une campagne présidentielle sur des thématiques éco nous dise la France ne travaille pas assez, elle ne travaille pas assez longtemps et elle ne travaille pas assez. Nombre d'économistes interpellent les électeurs sur il faut travailler plus. Quelle est votre position et votre regard sur ce débat? Alors, oui et non. Oui et non. Je vais faire vous êtes normand. Voilà, tout à fait. Non, vous savez, effectivement, d'un point de vue macroéconomique, les Français, en tout cas, ne travaillent pas assez. On est à 1430 heures. La moyenne OCDE est à 1600 heures. C'est-à-dire que, en fait, si, en étant en dessous de la moyenne, on se prive chaque année de 220 milliards de PIB qu'on pourrait produire justement en plus. On a aussi des problèmes structurels liés à notre marché du travail qui nous empêchent aussi d'augmenter notre temps de travail en nous augmentant d'emploi. Ah, vous voyez que vous y allez aussi. Mais vous savez, structurellement, structurellement, la tendance est à la baisse du temps de travail, que ce soit dans la vie ou dans la journée et dans la semaine. C'est pour ça que moi je pense que le débat sur les 4 jours
payés. Alors moi, je suis plutôt sur 4 jours payés 4 heures. Enfin, pardon, 4 jours payés. 4 jours. 4 jours payés 4 jours. Ouais. Je pense qu'il est. Là, il y a un autre débat, effectivement, financier. Il est sain parce qu'effectivement, c'est la question du bien-être au travail. Par contre, là où je pense qu'il est dangereux, c'est quand on part sur la généralisation. L'exemple LDL, c'est comme l'exemple islandais, ce sont des très bons exemples. On voit, il y a des exemples Microsoft au Japon aussi qui ont montré, des exemples microéconomiques qui ont montré que c'était possible d'un point de vue. Mais si on peut le faire une fois, on peut le faire 1000 fois. Bah non, parce que toutes les entreprises ne sont pas du même secteur. C'est difficile d'avoir un changement d'échelle à l'échelle d'un pays, sur d'autres territoires, avec d'autres natures d'un travail. Imaginez tout simplement un restaurateur qui passerait à 4 jours. Vous aurez une journée morte, donc il faudrait double équipe. Il faudrait double équipe. Et ça veut dire aussi ce qu'on a oublié. Alors, ce qu'on a oublié un petit peu au moment du débat aux 35 heures, c'est qu'il y avait la pensée magique de se dire que le travail est un gâteau qui se coupe. Et on réduit le temps de travail, on donne plus de travail à ceux qui sont dehors. C'était ça l'idée à la base. C'était ça l'idée. On voit les chiffres montrent qu'objectivement, ça n'a pas vraiment marché comme ça. Mais si imaginons, vous diminuez... 230 000 emplois créés, vous validez ce chiffre? Alors, il y a un gros problème méthodologique parce qu'en fait, tendanciellement, l'économie française avait tendance en fait, à une création d'emplois. L'économie était plutôt florissante. Et on voit qu'en fait, on va pas se mentir, qu'est-ce qui s'est passé dans les 35 heures? C'est que les gens ont le même stock de travail de 39 à 35 heures. Ils ont surtout rogné sur les pauses. Voilà. Avant, il y avait un temps de pause qui était quand même un peu plus important que maintenant. Et on fait à peu près le même temps de travail, payé à peu près la même chose. Les 35 heures n'ont pas créé d'emploi. Mais je pense que du coup, ce débat sur les 28 heures, 4 jours, il est essentiel, mais il doit se faire surtout au niveau de l'entreprise et pas au niveau de la nation. C'est intéressant parce qu'on était sur 32, vous êtes sur 28. Vous êtes sur l'idée, il y a quand même plusieurs modèles qui s'affrontent, sur l'idée que quand on travaille 4 jours, on n'est payé que 4 jours et pas 5. Il y a quand même l'idée d'un chef d'entreprise qui dit, moi, je veux continuer à payer sur les 35 heures. Il y a quand même plusieurs modèles, et j'ai vu d'ailleurs un chef d'entreprise, je vous donne la parole, qui évoquait l'idée que lui, il crée des postes polyvalents justement pour résoudre les problèmes d'équipe et de trous pour un restaurateur. C'est une des possibilités. Est-ce que vous allez jouer l'arbitre dans ce débat? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes professeur à l'ESSEC, qui avez un regard, je dirais, sur notre économie? Vous dites c'est l'avenir, ou en fait on ne peut pas le généraliser, ce modèle? Alors, je suis pas normande, mais pas loin. C'est l'avenir, mais on ne peut pas le généraliser. Il est bien clair que un boulanger qui travaille avec une ou deux vendeuses et lui qui est tout seul devant son fourneau, il ne va pas pouvoir passer au 4 jours. La petite PME, l'artisan, bien sûr. C'est ça. En revanche, à partir du moment où on met en place les éléments qui vont permettre de passer à la semaine de 4 jours, et je suis assez d'accord avec Laurent, c'est la semaine de 4 jours payé 5, parce qu'en fait, c'est effectivement ces 8 ou 9 heures qui sont la clé. Il faut quand même avoir en tête que, en réalité, en France aujourd'hui, les salariés disent tous procrastiner plus ou moins 1 heure par jour. Donc on l'a, ça. Qu'est-ce qu'une journée de travail? Qu'est-ce qu'une journée de travail en termes de production? Il faut l'analyser, cette journée. Exactement. Évidemment. Il y a eu une étude qui a été faite par Glassdoor, ce fameux site qui travaille sur les entreprises en 2019, où ils ont eu comme réponse que 26% des gens restaient tard le soir au travail pour se faire bien voir. On en est toujours là. On en est Moi, je toujours pensais là. que c'était fini, parce qu'il y a plein d'invités qui me disent tout ça, c'est fini. Non, c'est pas fini. Mais non, c'est pas vrai. La Cambridge University, il y a 1 an, disait qu'en fait, la majorité des systèmes d'organisation privilégient la servilité à l'efficacité. On en est là. Dans... Le présentéisme au dépend de la qualité que je donne à mon entreprise. Quelques chiffres sur votre réussite, parce que vous évoquiez, et j'évoquais les 1000 salariés, croissance plus 47, donc ça cartonne sur le plan de la réussite économique. Et sur le bien-être, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos salariés? Quel retour vous avez aussi de ce qu'ils vous donnent en échange? En fait, si je fais le retour, moi, qui est allé au-delà de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que, par exemple, en logistique, un salarié qui fait 30 colis par heure, je m'étais dit, je vais devoir recruter pour compenser les 3 heures qui manquent, donc à peu près... Non, il les a compensés lui-même. En fait, il les a compensés lui-même, et j'ai compris pourquoi en le voyant, c'est-à-dire que finalement, avant, il traînait du pied parce que la semaine de 5 jours, c'est long et qu'il se sentait pas bien et que son job, il l'aimait. Métier difficile en plus. Et métier difficile. En étant 4 jours dans l'entreprise, en étant plus reposé, il traîne plus du pied. Et les 33 colis, il les fait pas pour me faire plaisir. Il les fait parce que finalement, il a l'énergie nécessaire constamment. Et puis il a dans la mire l'idée que le vendredi, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et que le vendredi ou un autre jour, parce que c'est pas forcément... C'est libre, effectivement. Mais voilà, globalement, à la fin, il s'est trouvé... Moi, quand j'ai posé le projet sur la table, je me suis dit, ça va te coûter 4% de ta rentabilité, tu vas mettre 2 millions sur la table et tu vas embaucher en contrepartie. C'est pas une mesure... Vous êtes un patron assez dingue, vous, quand même.
D'entrée de jeu, vous mettez 2 millions sur la table, vous dites tout ça c'est pour mes salariés. Vous êtes Je cherche du bien-être et à un moment je me dis que le bien-être me rapportera dans le temps parce qu'une énergie positive, bien sûr, et donc bien la sûr. croissance derrière. Donc je m'étais dit je vais le payer ce bien-être, je vais payer d'avance pour voir. Et au final, j'ai pas besoin de recruter parce que finalement, et c'est une critique qu'on a pu me faire d'ailleurs sur le modèle, c'est que les gens travaillent autant qu'avant. Mais ils travaillent autant qu'avant en étant reposés en fin de semaine. C'est-à-dire que Ah oui. la magie quelque part du système, c'est qu'effectivement ils ont 3 heures de travail en moins, ils ont moins procrastiné sur les heures de présence et ils ont fait le même travail. Ils ne le font pas de façon contrainte, c'est-à-dire que Comme vous dites, entraînant des pieds, c'est la bonne expression. à la fin de la semaine, ils ne sont pas en surmenage pour faire les 3 heures qu'ils font caler dans les 32 heures. Et ils sont même heureux parce qu'ils ont eu ce fameux jour qui leur a permis de décompresser Et complètement. vous le dites avec des indicateurs, hein. J'imagine que vous avez des indicateurs précis qui vous font remonter ces... Le fait que j'ai au final quasiment pas embauché parce que le travail est fait. Mais Erwan Tison, on est dans un débat très profond sur les pénuries d'emploi. Alors ça, il y a 2 sujets qui nous animent en ce moment, c'est le pouvoir d'achat et les pénuries d'emploi. Il y a un stock de 500 000, dit-on, 600 000 emplois non pourvus. Est-ce que cette relation de la marque employeur, c'est-à-dire je me dis, moi, tiens, je m'intéresse au sujet informatique, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai bien envie d'aller chez monsieur, parce qu'après tout, on travaille sur 4 jours, on y est bien. Est-ce que ce n'est pas aussi une réponse à des métiers difficiles, des secteurs où globalement on n'arrive pas à embaucher parce que c'est dur, mal payé? Est-ce que ce n'est pas une réponse, ça? Je me tourne vers vous, l'économiste. Oui, Au-delà des grands chiffres macro, est-ce que ce n'est pas une solution à la pénurie d'emploi? Alors, je ne pense pas que monsieur soit concerné par les pénuries d'emploi dans son secteur. Vous en avez la tech, et je pense ouais. que vous en avez peut-être aussi le côté manutention. Mais quand on regarde surtout les pénuries d'emploi, il y a une corrélation directe avec la pénibilité du travail et surtout le fait que ces emplois-là soient très mal payés. Dans la restauration, ce qui fait qu'aujourd'hui on cherche 250 000 paires de bras, c'est le fait qu'on soit payé en dessous du SMIC par convention de branche. Ça a bougé, hein, vous avez vu. Hein. Ça commence à bouger. Légèrement. Et c'est le fait qu'on ait des horaires de travail qui soient absolument catastrophiques, avec des pauses méridiennes qui vous empêchent d'avoir n'importe quelle vie de famille. Mais c'est un débat qui est très intéressant, c'est celui de l'attractivité au travail. Bah oui. Je pense qu'il y a une génération qui arrive sur le marché du travail, qui en fait n'est plus en train de demander justement à la fois des horaires tubulaires de 9h, 17h et des carrières qui soient très aussi linéaires qu'on pourrait l'avoir avant. Regardez un petit peu les enquêtes d'opinion. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui et déclarent en tout cas vouloir partir en retraite à 55 ans, quitte à toucher 20% de leur pension. C'est vrai. Souhaitent travailler. Il y a eu un sondage qui a été fait sur la semaine de 4 jours, payé 4 jours. Il y a eu... Ah, vous y tenez, ça, la semaine 4 jours, 4 jours. Honnêtement, si on le fait... Vous ne seriez pas un patron généreux, vous? Non, mais je veux vous dire, d'un point de vue macroéconomique, si jamais on fait 4 jours, payé 5 jours, on perd 180 milliards par an. D'accord, ça Donc, c'est OK. On peut, il n'y a pas de souci. Oui, mais il y a 108 milliards d'absentéisme. Oui, je sais, Le coût de tout à l'absentéisme, fait. c'est 108 milliards Ouais, par an. C'est une étude de... J'allais y venir. C'est une étude de l'Institut Sapiens, Sapiens. d'ailleurs. On va exactement. Qui est dû notamment au mauvais management, au mauvais matching sûr, et surtout bien au présentéisme. Et à la fatigue des jobs, on Et se à dit, la oh, fatigue ras-le-bol. L'absentéisme chez nous en entrepôt est de 1,5%. Je défie quiconque. En entrepôt. Voilà. Ça, c'est sûr. Bien sûr. En Et entrepôt. en plus. Et pour finir là-dessus, je pense que c'est pour ça que c'est un débat extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment une nouvelle vague, on a une inversion des tendances et des valeurs sur le marché du travail. Clairement. Et la semaine de 4 jours va justement avec cette nouvelle volonté d'avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, qui va aussi avec le télétravail, qui va aussi avec presque la retraite à la carte, qui va aussi avec la formation continue de vouloir devenir boulanger après 10 ans de consulting dans un grand groupe. Changement de vie. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un problème micro, mais c'est très intéressant d'avoir ce genre d'outil-là comme étant un outil d'une autre rémunération. La pénurie d'emploi, on ne pourra pas y répondre par une augmentation généralisée des salaires parce qu'il y a des endroits où la valeur ajoutée n'est pas suffisante pour augmenter les salaires. Par contre, on pourra y répondre par un management peut-être plus adapté aux besoins des différentes personnes. Il y a des secteurs où on pourra dire, effectivement, tu pourras avoir tes 4 jours de travail, voire des fois 6 jours de travail, mais 35 heures lissées sur 6 jours pour avoir tes après-midi tous les jours. Donc on pourra avoir ce micro-management permettre de s'adapter justement à chacun. Très fin, en dentelle. Voilà, et je pense qu'on rentre dans quelque chose de nouveau et je pense que là-dessus vous ouvrez une porte. Alors, encore une fois, je le répète, désolé, mais il ne faut pas que ce soit généralisé, il faut que ça reste du côté micro. Isabelle Rémillet, j'ai posé la question il y a quelques semaines à l'occasion d'un événement où Bismarck était présent directement au président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais on a des entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, je pensais à la vôtre, il y en a quelques autres qui témoignent, et il m'a répondu, c'est pas possible, j'y crois pas. On sera là pour lui expliquer avec Laurent comment ça marche. C'est ça. Mais il n'y croit pas. C'est-à-dire que le patron du MEDEF, celui qui dirige des grosses entreprises, le syndicat représentatif, dit il ne pousse pas en cette direction.
Comment vous le regardez? C'est quoi? Il est du XXe siècle ou il a raison? C'est toutes les nouvelles idées. Hein. Au démarrage, on en a peur. Après, On la combat d'abord. et puis ensuite, Et après, on l'adopte. Et puis après, on l'adopte. Tant qu'on aura en tête que présentéisme égale productivité, il y a un vrai problème de mindset. Il y a un vrai problème d'état d'esprit. Tant qu'on aura ça en tête, et pardon de dire ça, mais merci la crise Covid, parce que ça a obligé un grand nombre de managers à arrêter d'être dans le command and control. Parce qu'aujourd'hui, en France, le modèle command and control, c'est quand même la majorité. On oublie... Qui mute un peu quand même, là, les managers se forment, bien sûr, qui mutent travaillent à distance. Grâce, encore une fois, à cette obligation du travail à distance. Mais clairement, aujourd'hui, on oublie la nature humaine. Et c'est là-dessus que Laurent a parié. Parce que la nature humaine, c'est pas de la motivation extrinsèque. On fonctionne depuis le début du XXe siècle, depuis Taylor, sur la carotte et le bâton. Tout à fait. Or, on voit là que ça fonctionne pas comme ça. Les gens ont envie de bien travailler. Quand on leur dit je te laisse faire ce que tu veux, 3 heures en moins, on leur laisse de l'autonomie. Et la personne appuie sur l'accélérateur. Exactement, toute seule, parce qu'elle se plaît à faire ce qu'elle fait. Il y a un petit côté, excusez-moi, je n'ai pas creusé votre profil jusque-là, mais il y a un petit côté entreprise libérée chez vous. Il y a un petit côté, j'ai aussi un peu envie de révolutionner ce qu'est un patron, ce qu'est un patron qui dirige une grosse entreprise. Vous n'avez pas les peintures de guerre, ou en tout cas le discours traditionnel. Ça, vous le reconnaissez. Vous êtes très différent des autres. Il y a clairement de ça, puisque c'était d'ailleurs ce qui a initié un petit peu tout ça, même si on n'est pas une entreprise libérée au sens du terme de certains aujourd'hui. Isaac Gates et ses disciples. Mais en tout cas, on a des repères communs. Donc oui, effectivement, la confiance qu'il y a dans une entreprise libérée, on l'a chez nous. Ce qui fait aussi que les gens travaillent et n'ont pas profité quelque part de simplement les heures en moins, c'est qu'il y a une volonté dans l'entreprise, il y a un esprit d'entreprise qui fait que les gens avancent ensemble et qu'ils ont envie de réussir. Et donc quand je donne, je sais quelque part que finalement je vais avoir en échange de travail parce que les gens ne vont pas être... c'est pas une entreprise dictatoriale où les gens m'en veulent, l'ambiance est bonne, j'aurais pas mis... Mais c'est ce que vous cherchiez philosophiquement, c'est ça que vous cherchiez dans votre tête. J'aurais pas mis la semaine de 4 jours, l'entreprise fonctionnait. Très bien aussi. C'était juste un plus. Je n'imaginais pas les conséquences de ce plus et à quel point on monterait d'un cran dans le bien-être. Vous avez augmenté le nombre de CV dans l'onglet recrutement chez LDLC. Vous vous êtes dit, c'est incroyable. Depuis que je communique et que je parle de ma semaine des 4 jours, j'ai des milliers de CV. Alors, j'ai des milliers de CV, j'ai des milliers de gens qui me contactent pour travailler chez nous, mais le problème, c'est qu'on devient tellement productif qu'actuellement... Vous n'avez plus besoin. Mais repassez à 5 jours, vous allez pouvoir embaucher. Non, les gens sont trop bien et je pense que je les traumatiserais si je... Vous voyez, je faisais de l'humour, mais ça rejoint ce que vous disiez. En 4 jours, la productivité est bonne, mais en 5 jours, elle n'était pas meilleure. Donc, il y a une dispersion, une perdition. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Parkinson a modélisé une loi qui dit que tout travail ou tâche prend le temps qu'on lui octroie. Donc aujourd'hui, on sait dans les entreprises qu'on travaille très mal. Il y a une réunionnite aiguë, il y a une désinformation qui fait que les gens travaillent... Perdition d'information. Énorme. Donc effectivement, quand on se met à travailler à 4 jours, alors attention, il ne faut pas le faire comme ça et balancer les gens dans la piscine à 4 jours, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait effectivement, en matière de communication, en matière de management, en matière d'organisation, des choses qui changent dans l'entreprise. Je voudrais juste, c'est pas du tout pour présenter votre livre, les robots, mon emploi et moi. Parce que non mais d'ailleurs, je le fais. Vous avez bien raison, Erwan Tison, je vais le présenter parce qu'il y a quand même un lien assez fort dans tout ce débat pour prendre encore plus de hauteur. D'ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle n'évoquent pas ce sujet dans leurs problématiques et dans leurs sujets. Peut-être un problème de hauteur, justement. Peut-être un problème de hauteur. Là, vous avez pris une hauteur beaucoup plus large. C'est intéressant. Pénurie d'emploi, travail dans la logistique difficile. Alors là, Laurent de Clergerie lui trouve une solution en donnant 4 jours. Les salariés sont plus motivés, continuent à produire, mais ça reste difficile. Vous soulevez quand même l'idée que les robots, à terme, peuvent alléger les tâches les plus difficiles et remplacer l'homme dans des emplois qui sont parfois extrêmement fatigants. C'est ça votre réflexion ? Tout à fait. Là, par contre, il n'y a plus de semaine des 4 jours pour le robot. C'est la semaine des 7 jours. C'est pas uniquement ma réflexion. C'était Keynes qui disait au début du siècle, vous savez, avec les progrès technologiques qui sont les nôtres, on pourra... Il imaginait qu'à détour de l'an 2000, on travaille moins de 10 heures par semaine. Il s'est un peu trompé. Il disait aussi que pour y arriver, il faudra une adaptation non seulement des structures économiques et sociales,
social et aussi une adaptation notamment du droit du travail. Bah oui. Parce que la semaine de 4 jours, aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas une adaptation complète. Oui. Il faudrait, dans un marché où vous avez un prix plafonné qui est le SMIC et une quantité qui est plafonnée avec un plancher qui est notamment la durée du travail, vous ne pouvez pas justement vous permettre d'avoir un remplacement sur les 5 heures marginales que vous remplacez. Il y a beaucoup de secteurs, il ne faut pas oublier que, pardon, je finis l'assertion, mais beaucoup de secteurs qui fonctionnent en calendaire, il y a beaucoup, du lundi au vendredi. C'est vrai. Vous ne pouvez pas leur dire vous supprimez une journée parce que l'économie est une chose imbriquée. Si par exemple la livraison, vous lui dites vous ne fonctionnez pas une journée pas sur 5, vous avez en cascade plein d'autres secteurs qui ne pourront pas marcher. Or, pour cette journée-là en plus, la plupart de ces secteurs-là ont un coût d'entrée pour remplacer une personne sur une seule journée qui sera supérieur au gain qu'ils vont pouvoir en tirer. Donc c'est pas intéressant Donc pour ce eux. ne sera pas intéressant tout le monde on va dire à normes à une norme identique par rapport à celle qu'on a Oui, il faut aujourd'hui. voir midi devant sa porte. C'est-à-dire que chacun a ses réalités, ses contraintes. Mais- Quand même, excusez-moi, vous répondez à un sujet, parce que l'idée que vous n'avez pas réembauché, alors évidemment tout le monde dit « Ah, il ne réembauche pas », mais ça contrecarre l'idée que les 35 heures à l'époque, puisqu'on réduisait le temps de travail, c'est l'idée d'embaucher, puisqu'en réduisant, on devait créer plus de postes. Vous vous dites, bah non, moi j'en crée pas plus, parce que les gens produisent autant. Mais ça tord aussi l'idée que les 35 heures étaient créatrices d'emplois. Il se passe d'autres choses que je n'avais pas imaginées avant de le mettre en place. Lesquelles typiquement, quand on l'a fait sur de la relation client, c'est pas un temps de travail. Non. Enfin, c'est pas une quantité de travail. C'est de la qualité. C'est de la qualité, et puis c'est des horaires d'ouverture. C'est-à-dire que quel que soit le travail qu'il y a, on est obligé d'ouvrir. Donc on doit avoir des personnes en face. Et on s'était dit, là-dessus, on va devoir recruter. Et non, on n'a pas eu besoin de recruter. Parce qu'avec cette étendue de 8 heures, toutes les journées de travail ne sont pas les mêmes. Et en fait, en modulant les 4 jours, alors oui, ce n'est pas des équipes d'une personne, donc ça change la donne. Mais en modulant les 4 jours, il y a moins de monde qui va répondre le jeudi parce qu'il y a moins d'appels le vendredi. Et comme il y aura un peu plus de monde en off ce jour-là. Et en fait, on a réussi à moduler les équipes sur les jours La dentelle, quoi. Vous travaillez... sans avoir besoin d'embaucher à la fin parce qu'on a on a lissé en fonction de l'activité de chaque jour. Mais En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer simplement comme ça et qu'on découvre après quand on le met en pratique et qui font qu'en réalité, c'est beaucoup plus efficace que ça en a l'air. Après, on est totalement d'accord et je ne plaide pas pour que le 4 jours s'applique partout. Je suis juste convaincu que ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'endroits. encore d'autres entreprises, effectivement de votre profil, à fait. de votre secteur, dans ce mode d'organisation. Juste une question, parce que beaucoup de patrons, je dirais, traditionnels, qui ne sont pas du tout ouverts à cette question, voire même très critiques, vous disent, mais attendez, mais à ce rythme-là, c'est la fin du travail. C'est ce que dit Keynes, qu'on va finir à travailler 5 heures par semaine. Et donc, philosophiquement, ça nous conduit à la fin du travail, tout court. Les humains ne seront plus des travailleurs. Ce seront des gens qui feront du tourisme, qui vivront la société du loisir. Non, mais en allant au bout de l'histoire. Et la société du loisir crée des emplois. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ça de façon systémique. Rappelez-vous, Jessica Ardern, l'année dernière, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a dit passer la semaine de 4 jours et aller passer 3 jours dans les campagnes, soyez heureux, etc. Parce que les gens qui ont 3 jours à dépenser en loisirs, en sport, etc., ils consomment. Donc il faut regarder ça de façon beaucoup plus systémique et non pas juste sur effectivement certaines entreprises qui par ailleurs peuvent complètement moduler leur façon de travailler. Donc il y a quand même des freins psychologiques au-delà des contraintes qu'on a bien entendues, qui sont des contraintes organisationnelles. Il y a quand même des freins idéologiques sur cette question. Complètement. Des blocages. Encore une fois, c'est un problème de mentalité. On est sur de l'ego, on est sur de la perte de pouvoir qui font croire à certains patrons que s'ils fonctionnent différemment, ils auront moins d'importance, ils seront moins utiles, ils seront moins importants. C'est ça. C'est un problème d'ego, vous avez raison. C'est-à-dire que je ne tiens pas mes équipes, je ne tiens pas mes troupes. Quand on a mis en place l'idée, au départ, avant de le mettre en pratique, j'ai eu des managers qui sont venus me voir en me disant « mais ils vont rien faire le 5e jour ». Puisque je ne serai pas là un jour par semaine, ce jour-là, on en revient toujours à ça. Ce qui n'a pas été le cas. Et vous avez viré les managers. Non, mais je leur avais répondu, quand tu es en vacances, ils bossent, t'inquiète pas. C'est ça. Mais voilà, il y a effectivement toujours cette sensation que si on laisse un peu de liberté aux gens, ils vont pas travailler. Alors c'est exactement ça. Pas du tout comme la crise Covid a ouvert ce débat. En laissant les gens chez eux, on s'est dit, mais là c'est fini. Et les études montrent que la productivité était plutôt au rendez-vous. Pour conclure, c'est pas pour représenter votre livre que j'ai déjà présenté, vous avez vu, plus de robots, ça veut dire donc peut-être une société où il y a moins de travail, pour répondre à ma question pour finir. Absolument pas. C'est ce que je montre dans le livre. En fait, l'histoire nous montre que dès que la technologie a détruit un emploi, on a créé 2 derrière parce qu'on crée des nouveaux besoins. Quand on a, à l'heure de la première révolution industrielle, on fallait savoir que 80% des emplois, de manière globale macroéconomique, dépendaient directement de l'agriculture. Oui. Aujourd'hui, on est à peu près à 2%. On a mécanisé l'agriculture, on s'imaginait avoir accès à un grand chômage de masse. Et non, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les locomotives qui ont permis derrière d'agrandir les distances. On a créé les métropoles.
on a créé du coup les services et jusqu'à créer des entreprises comme des LDLC qui, il y a 200 ans, auraient été complètement inimaginables pour n'importe qui. Donc, il y a énormément d'emplois qui Oui, c'est vrai. On travaille sur 6 jours. La semaine des 40 heures, voire des fois même 6,5. 6,5, Non, il faut on le avait juste rappeler. le dimanche matin pour aller à la messe. Exactement. Mais donc du coup, il faut se dire que on a passé une double révolution technologique et une révolution organisationnelle. Et c'est pour ça justement, comme vous avez dit, le fait de faire de la dentelle, c'est essentiel. Et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être libérer aussi certains cadres nationaux pour permettre à des accords plus locaux de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être performants. Bon, écoutez, j'attends que le débat de la semaine des 4 jours entre de plein pied dans la campagne présidentielle, parce qu'on est plutôt parti sur la fin des 35 heures. Bon, et Laurent Clergerie viendra peut-être prophétiser ce qu'il fait concrètement dans l'entreprise, parce que ça fonctionne. Avec plaisir. Merci pour ce débat passionnant. Merci Laurent Clergerie, vous êtes le président du directoire groupe LDLC, du e-commerce informatique. Ça cartonne, 1000 salariés, semaine des 4 jours. Merci d'être venu. Merci à Isabelle Rémillet, directrice d'éthique consulting et professeure à l'ESSEC, avec ce livre Game 2, et puis un livre en préparation sur la bienveillance, sur la reconnaissance, Sur la considération. Vous savez, je tournais autour, et merci à Erwan Tison, directeur des études à l'Institut Sapiens. Merci de nous avoir éclairé. Les robots, mon emploi et moi, qui est aussi un autre sujet central. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi avec une initiative unique en direction justement des demandeurs d'emploi, des chômeurs, les faire entrer de plein pied dans une entreprise un peu fictive pour leur donner aussi le goût de l'entreprise. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec une initiative originale, unique, remettre des demandeurs d'emploi, des chômeurs de longue durée dans l'entreprise, leur redonner confiance. On va en parler tout de suite avec Didier Krief qui va tout nous expliquer, fondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je trouve que l'initiative que vous prenez, et qui n'est pas qu'une initiative, d'ailleurs qui est une action extrêmement concrète, elle naît où? Elle naît comment dans votre tête? L'idée de décentrer un peu le regard qu'on porte sur les demandeurs d'emploi? Alors, cette initiative, finalement, elle part d'une histoire personnelle que nous avons vécue, qui est un moment, ce que j'appelle une sortie de route. Une sortie de route où nous étions deux, et avec un vrai bagage, avec donc des diplômes, avec une belle expérience, avec un beau réseau. À un moment donné, le cycle de vie fait que on se retrouve un petit peu dans l'échec. Et puis on se retrouve à perdre des repères. Et puis on se retrouve à rechercher un travail et pas le trouver. Pendant 3 mois, on se dit que ça va aller. Pendant 6 mois, on se dit, bon, je m'inquiète pas, je continue. Et puis après, les années passent et puis on rentre dans un engrenage qui est finalement très... on s'enfonce, un peu comme dans des sables mouvants. Oui, on se laisse happer et puis on perd tout. On perd son estime, la confiance, bien entendu. On n'a plus de réseau parce qu'on se rend compte que finalement, dès qu'on n'est plus en activité... Le téléphone sonne moins là. Ah, il ne sonne pas du tout même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un problème avec mon opérateur, mais en fait, non. Vous étiez seul. J'étais seul. Et puis même l'image de la famille, des amis. Voilà, donc c'est ça le constat. En fait, on part de ce point de départ. Et puis à un moment donné, il y a une personne quand même qui se souvient de nous et qui nous donne un coup de main. Donc ce projet, en fait, il naît de ça. Il naît de se dire, voilà, c'était dans les années 2000, c'était de se dire, voilà, on se souviendra de ce qu'on a vécu et un jour... On rendra. On rendra, exactement. Parce que je pense qu'il faut avoir de la mémoire et il faut se servir de ce qu'on a vécu. L'idée, elle est comme ça, empiriquement très simple. C'est de permettre à un demandeur d'emploi, longue durée, puisque vous évoquez cette espèce de durée qui use mentalement, et de l'immerger dans une entreprise, une start-up pendant 6 semaines, Exactement. mais qui est une entreprise fictive. C'est quoi? C'est une sorte de game, grandeur nature, pour lui dire voilà, ça se passe comme ça. Alors j'aime bien l'idée de game, c'est vrai qu'on ne l'avait pas pensé, mais pourquoi pas. C'est une véritable entreprise. Alors pas comme les autres, mais c'est une entreprise qui est organisée autour de 5 services. Ça veut dire par là qu'on va créer, pendant 6 ou 7 semaines, ça dépend des formats, on va créer une entreprise qui est une vraie PME où il y a entre 50 et 80... Donc elle a un numéro de SIRET, elle est inscrite... Alors, elle n'a pas de numéro de SIRET, par contre elle a un nom. C'est-à-dire par là que les associés vont voter de façon très collégiale, très démocratique pour le nom. Comme en vrai. Ah, comme en vrai, exactement. Avec une vraie charte graphique. Et puis avec un mode un petit peu... on parle aujourd'hui de management, c'est une entreprise libérée, où il n'y a pas d'hierarchie. Où véritablement, dans les services, il y a des personnes qui sont responsables, mais qui sont encadrées bien sûr par des coachs, mais qui vont leur faire faire. On n'est pas là pour faire pour eux. On est là pour leur donner des trajectoires. Donc ce sont des personnes qui étaient coupées finalement, et vous l'évoquiez à travers votre expérience, coupées finalement du monde de l'entreprise, et vous les remettez en selle en quoi? En matière technique, en matière de confiance, en manière de savoir-être? Alors, à tous les niveaux.
à tous les niveaux. D'abord, on recrée un cadre. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est ouverte Donc il va au boulot le matin déjà. tous les jours, 9h-17h. On est C'est-à-dire d'accord. par là qu'il y a Sur l'impératif. 4 jours ou 5 5 jours. 5 jours. 5 jours. Donc on vient le matin, 9h, le soir on part à 17h, on recrée finalement ce rythme, et ça c'est sans doute le plus compliqué. Justement, donc nous sommes très à cheval pour que, comme dans une entreprise, Être carré sur ce. être très très carré, Bien très sûr. vigilant, et on les accompagne sur ce. Pourquoi il y a des problèmes d'absentéisme, de gens qui ont du mal à reprendre le Il y a rythme des problèmes de rythme, tout simplement, effectivement, parce que c'est un rythme qui était un petit peu oublié. Et puis en fait, c'est les entreprises éphémères. Je vais vous le résumer, c'est un club de sport, tout simplement. On a un objectif qui est le jour J, qui est de trouver ce job, et il faut s'entraîner pour arriver justement à atteindre cet objectif. Ouais. Donc c'est ça les entreprises éphémères. Donc c'est un peu les space games de l'entreprise où On y est. un mot sur l'échec parce que c'est important et j'aimerais ensuite que vous nous racontiez comment on fait pour vous rejoindre parce que je pense que ça peut évidemment intéresser. On sait qu'il y a beaucoup de personnes, des cadres de plus de 50 ans qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Comment ça se passe concrètement? Alors pour nous rejoindre, Ouais. très simplement, nous sommes, alors je vais encore vous prendre une image, j'ai parlé de salle de sport, là je vais vous parler d'un cirque. Nous arrivons sur un territoire pendant 6-7 semaines et le but c'est de faire le buzz, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est notre mode de Vous êtes où là en ce moment? Alors en ce moment nous sommes dans l'Allier à Moulins et nous sommes sur Marseille, en plein cœur de dispositifs, avec des associés qui sont juste incroyables, parce qu'on va revenir sur cette notion d'associé, vous allez le voir, on avait parlé d'une entreprise, ils ne sont plus demandeurs d'emploi quand ils rentrent chez nous. Alors pas d'un point de vue administratif, Ils ont toujours ce statut, mais dans mais la posture. la posture. Alors, la posture, c'est leur boîte. C'est leur boîte et ils vont la régir, ils vont la faire vivre et ils vont y donner cette dimension attendue. À quel moment ce demandeur d'emploi qui a repris confiance en lui dans cet espace qui lui est dédié, qui est son entreprise, à quel moment il entre dans le vrai monde, dans une vraie entreprise? Vous l'accompagnez? Comment il fait? Alors, on les accompagne bien entendu. En fait, on crée avec les entreprises donc, qui recrutent, donc les vrais cette fois, un vrai modèle de circuit court. Concrètement, le recrutement se fait chez nous tous les matins où des entreprises viennent régulièrement rencontrer nos associés. Et là, il n'y a pas de CV. Là, vous me parliez de savoir-être. Soft on y est. skill, ouais. Voilà, Comment je exactement. suis, ça match pas. Exactement. Ce À que part je veux. certains domaines où il y a une technicité particulière, Ouais, la mais tech, dans la j'imagine. plupart des cas, on se rend compte que les entreprises disent mais attendez, moi je veux des personnes qui ont cette envie, cette motivation. Je veux des personnalités. Je veux des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont motivées. Et ça répond complètement au profil des associés. J'avais perdu ma question, vous l'avez remarqué. L'échec, utile ou pas utile? Vous avez besoin qu'il tombe pendant cette période d'expérimentation pour ne plus refaire l'erreur après? Alors, on va se servir de l'échec. Surtout, on va revenir avec eux parce qu'on se rend compte qu'on a tous les profils. On a beaucoup de personnes qui ont été en burn-out. Là encore, on en revient. Oui, c'est des hommes et femmes cassés quand même. Hein. Oui, il y a toujours ce que j'appelle, moi, je reprends le terme, une sortie de route, mais finalement, c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important à partir du moment où on a réussi avec eux à comprendre. Il a montré que finalement, c'est ce qui va leur permettre de rebondir. Donc, on va plutôt avoir un management très positif. Le SOC, nous, c'est le bon côté parce que chez chacun, et on le voit à travers nos différentes expériences, il y a un talent fou, mais c'est un talent qui est un petit peu caché. On est là juste pour le ressortir. Que vous faites réémerger. Exactement. Là, très simplement, Moulins, Marseille, il suffit d'aller sur Internet, les entreprises éphémères pour l'emploi. Alors, on frappe, toc toc, parce que j'imagine que là, le tour de table est déjà constitué à Moulins. ça y est, les associés sont constitués, les équipes sont lancées. Les prochaines opérations, c'est Rennes, donc nous serons en Bretagne et nous serons à Manosque, dans Près de Marseille. 04, pas très loin. Pas très loin. Effectivement, nous continuons notre présence dans le sud. Merci Didier Krief, fondateur des entreprises éphémères pour l'emploi. Alors, Moulins, n'y allez pas, encore que c'est intéressant d'aller jeter un œil, mais Manosque et Rennes, il suffit d'aller sur le site, évidemment, les entreprises éphémères pour l'emploi. C'est un plaisir de vous accueillir. Un grand merci. Merci pour cette passion que vous nous avez transmise sur le plateau. Merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité, toutes vos réactions évidemment. Je serai là demain, je remercie toute l'équipe, Mani à la réalisation, je remercie Saïd au son, Fanny Griesmer évidemment, et je remercie Margot Ruot qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir. À demain, bye bye.